Journaliste, écrivain, politique, notre invité est un expert en géopolitique, éditeur et patron de médias. Il fut ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale dans son pays, la République centrafricaine. Contrairement à bien d'intellectuels africains qui ont le regard tourné vers Moscou, il ne transige pas sur l'intérêt de la présence russe en Afrique. Il le dit avec force à travers l'un de ses nombreux ouvrages. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Contre le poutinisme, un poison pour le continent. La position est forte et claire. Sa lecture de la crise au Niger, le rapprochement entre Bamako, Ouagadougou et Moscou, l'expérience centrafricaine, autant de sujets que nous abordons ce soir, on l'espère, sans réserve avec Adrien Poussou, journaliste, écrivain, patron de presse, ex-ministre de la Communication de la République centrafricaine. Adrien Poussou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarasouba. Merci de m'avoir invité. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Sans réserve ce soir, reçoit Adrien Poussou, expert en géopolitique, éditeur et patron de médias. Il fut ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale en République centrafricaine. Adrien Poussou, très fécond en matière de production littéraire, s'intéresse à l'Afrique. Merci de m'avoir tué, le président Mahamadou Issoufou, Guinée, les raisons du coup d'État inique, sont entre autres ses productions. La dernière œuvre, L'Afrique n'a pas besoin de Poutine, sort dans un contexte marqué par la percée d'un sentiment anti-français dans plusieurs pays, surtout ceux dirigés par des militaires. Des populations n'hésitent pas à marcher pour inviter la Russie à les aider militairement surtout. Adrien Poussou dénonce la dangerosité et la vacuité de la stratégie militariste de Poutine sur le continent, ainsi que cette tendance à épouser les querelles de circonstances de certains acteurs occidentaux. La politique en Afrique, les questions géostratégiques, les relations entre le continent noir et les puissances occidentales, son regard sur son pays sont autant de questions qui seront abordées dans ce numéro de Sans réserve. Adrien Poussou, premier sujet que nous abordons avec vous ce soir, sans réserve. Quelle lecture faites-vous, de façon générale, depuis le 28 juillet dernier jusqu'à ce jour, de la crise nigérienne? Aujourd'hui, c'est une sorte de blocage, de statu quo. La CEDEAO a annoncé une intervention militaire. Les poutistes au pouvoir ne l'entendent pas de cette oreille. Ils sont prêts, disent-ils, à se battre pour ne pas, justement, céder le pouvoir à Niamey. Réaction déjà là-dessus? Merci. Avant de répondre à votre question, vous permettez que je puisse m'incliner devant la mémoire des victimes de cette folie qui a conduit cet officier général félon finalement à vouloir être calife à la place du calife, donc à déstabiliser les institutions légales légitimes du Niger. Ce qui s'est passé au Niger est un coup d'État de trop. Le général Tchani a pris le pouvoir pour des raisons essentiellement personnelles. Voilà un général qui, pendant 11 ans, a été patron de la garde présidentielle, donc a participé d'une façon ou d'une autre à la gestion sécuritaire du Niger, et qui, pour justifier son coup d'État, dit que la situation sécuritaire se serait dégradée. Voilà un homme qui s'empare du pouvoir, séquestre le président qui a été démocratiquement élu dans son propre palais, et décrète qu'il est l'homme fort du Niger et qu'il va conduire une transition de 3 ans. Si on laisse passer cela, ce serait la porte ouverte à toutes les dérives. La porte ouverte, et je pèse bien mes mots, à toutes les dérives. C'est d'ailleurs pour ça que les intellectuels africains, je ne les entends pas prendre position clairement sur ce qui se passe là-bas. Au Niger. Je fais partie des rares qui soutiennent la position de la CEDEAO. On ne peut pas laisser passer cela. Avant d'arriver à la CEDEAO, justement, on va en parler de fond en comble, évidemment. D'accord. Vous dites, si je vous ai bien compris dans ce premier développement que vous venez de faire, cela donne l'impression que le général Tchani prend le pouvoir au Niger à des desseins, à des fins personnelles. Absolument. Alors qu'il y a quand même des jeunes qui sortent dans la rue, qui remplissent le stade Séni Kouché pour soutenir cette junte au pouvoir. Quelle lecture faites-vous de cette sorte d'approbation populaire de ces coups de force qui se tiennent dans notre région?
ça n'a rien d'une approbation et ça n'a rien de spontané. C'est comme ça que les pouvoirs militaires le vendent, en tout cas. Vous savez, Niamey est une ville qui est réputée être une ville de l'opposition. D'ailleurs, le maire de Niamey est issu du principal parti de l'opposition au Niger, donc le parti de l'opposant Hama Amadou. Donc, ce qui laisse supposer qu'une bonne partie de la ville est hostile au pouvoir qui était en place. Et puis, souvenez-vous, le président Bazoum était arrivé deuxième à Niamey lors de la dernière présidentielle. En 2021. En 2021. Nous savons comment les manifestations dites populaires en Afrique sont organisées. On prend les jeunes, on prend des militaires, on leur change de tenue, et puis on donne l'impression, on donne l'illusion. Ce n'est pas un peu réducteur? Il ne peut pas se trouver des gens dans le peuple qui approuvent cela et qui décident de sortir spontanément? C'est une question qu'on peut se poser. Mais on peut aussi dire que ces gens qui sont sortis ont été encouragés, poussés dans la rue pour justifier l'injustifiable. Parce que nous sommes en 2023, et en 2023, on ne doit pas continuer à manipuler le peuple. Parce que ceux qui manipulent ces peuples-là utilisent l'ignorance de nos populations. Je vais vous raconter, si vous le permettez, une anecdote. Allez-y. Au mois de mai dernier, j'étais à Niamey, où j'ai rencontré les étudiants de l'université de Niamey, l'Union scolaire nigériane. C'est une organisation qui se réclame léniniste, organisation d'obédience léniniste, et qui, à côté, se proclame être partisan de Poutine. Et lorsque j'ai expliqué à ces jeunes que c'est paradoxal, assez curieux, que ceux qui se réclament de Lénine puissent soutenir Poutine, puisque Poutine s'emploie à effacer Lénine du récit national. De la mémoire. De la mémoire russe. Et lorsque je leur ai expliqué, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils savent qu'un pays comme la Turquie représente une menace existentielle pour la Russie? Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1952. Et selon les experts militaires, si l'OTAN venait à déployer ses missiles en Turquie, eh bien, l'OTAN pouvait anéantir la Russie. Sans compter que la Turquie a des velléités, peut légitimement avoir des velléités, parce qu'il y a des minorités turcophones en Russie. Donc, ces jeunes tombaient des nues. Ils sont des étudiants. Donc, l'élite, la future élite du Niger, mais ils n'avaient pas ces informations. Et donc, du coup, ils sont exposés à toutes sortes de manipulations. Et lorsque vous savez, en tout cas, vous n'ignorez rien, que la foule ne pense pas. Donc, on peut manipuler facilement la foule. En tout cas, c'est l'explication que moi, je donne de ces manifestations populaires. Puisqu'il y a eu une seconde manifestation, il y a 2 ou 3 jours, dans le même stade, Séné-Koutié de Niamey, qui était à moitié vide. D'accord. La CEDEAO, en tout cas, traverse une période difficile parce qu'elle a fait face à des putschs, à des coups de force qui ont vu tomber les locataires de Sékou Toureya en Guinée, de Koulouba à Bamako et de Koussiam au Burkina Faso. Et cette fois-ci, c'est le Niger qui est concerné. L'organisation sous-régionale a tenté la médiation, mais tout de suite a montré une relative fermeté face aux coups de force au Niger, ce qui a été diversement commenté et apprécié, qu'on soit à Niamey ou à l'extérieur. Vous, quelle lecture faites-vous de la posture de la CEDEAO face au cas du Niger? Je vais vous rappeler la célèbre citation du révérend Martin Niemöller qui disait « Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont emprisonné les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Et puis ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. » La faute de la communauté internationale, je ne dis pas de la CEDEAO, c'est d'avoir été indulgent, d'avoir eu une sorte de mansuétude pour les putschistes maliens. Lorsque le putsch a eu lieu au Mali,
On a laissé passer ça comme une lettre à la poste. Et puis, il y a eu le second... Il y a quand même eu une batterie de sanctions aussi qui ont touché le pays. Au début, il n'y a pas eu suffisamment de fermeté. Il n'y a pas eu suffisamment de fermeté. On aurait dû, à partir de ce moment-là, dire que nous sommes en 2021, en 2023, les coups d'État ne marchent plus. Des gens qui se lèvent et qui pensent avoir reçu mission, en tout cas qui se croient des super-hommes et qui usurpent la souveraineté populaire, ça ne marche pas. Lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, on a essayé de justifier ce coup d'État par la volonté du président Alpha Condé de faire un troisième mandat. Alors qu'il y a eu des élections, un an avant le coup d'État, avec la participation de l'ensemble de la classe politique. Élection, rappelons-le, qui a été organisée par une commission électorale paritaire, avec les représentants de l'opposition. Le président Alpha Condé a gagné ces élections, mais pour justifier le coup d'État, on a dit que c'est parce qu'il a voulu faire un troisième mandat. On a laissé passer cela. Ces coups d'État ont créé un effet de désinhibition, ont donné l'occasion, en tout cas des arguments, à d'autres militaires à vouloir, eux aussi, faire des coups d'État. Parce que lorsque du jour au lendemain, vous voyez un Kidam se retrouver à la tête de l'État, alors qu'il n'a pas... Le mot est un peu fort, non? Essentiellement, n'approuve pas forcément les coups d'État, mais c'est quand même des officiers de nos armées. Ce sont des officiers de nos armées qui se sont engagés à défendre l'intégrité du territoire, mais dont le rôle, en tout cas de la mission, n'était pas de diriger ou n'est pas de diriger les États. Ça ne fait pas d'eux des Kidam. Mais vous savez... Bon, après, c'est votre lecture. Hein. En tout cas, c'est votre opinion. C'est mon opinion que je maintiens. Lorsque vous essayez de lier coup d'État à la mauvaise gouvernance. En tout cas, c'est ce que certains intellectuels sur le continent essaient de faire. Mais ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est la proportion de certains Africains, et notamment des militaires africains, à considérer le pouvoir comme la courte échelle pour s'enrichir vite et rapidement, pour avoir des biens matériels qu'une carrière normale ne peut pas leur permettre d'offrir. Pour vous, c'est le leitmotiv de ces militaires? Essentiellement. Alors que la plupart estiment que la situation sécuritaire de leur pays, vous l'avez rappelé vous-même, et la gouvernance dans le pays, marquée sous fond de certains enjeux géostratégiques et géopolitiques, fondent leur avènement à la tête des États. Est-ce que la vocation, c'est la vocation des militaires à œuvrer pour la sécurité ou des civils? Parce que c'est un prétexte. Ils se sont engagés à défendre l'intégrité de nos territoires, au prix de leur vie, ce qui est d'ailleurs noble. Mais malheureusement, lorsqu'ils reculent devant les menaces, lorsqu'ils ont des revers sur le terrain militaire, tout de suite, ils pensent à prendre le pouvoir. Comme s'il y a un rapport entre revers militaire et mauvaise gouvernance. Voyez-vous? Donc, il appartient aux militaires de résoudre les questions de sécurité. C'est à eux, c'est leur job que de faire cela. Ce n'est pas aux civils de le faire. Souvent, ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire leur job parce que les lois de programmation militaire, par exemple, ne sont pas suffisantes. Ils n'ont pas suffisamment d'armes. Et ces décisions-là sont prises essentiellement par les chefs d'État, les dirigeants. Comment vous réagissez à cette observation? C'est une observation qui prête à sourire. Les enseignants d'université, il manque des moyens. Les médecins, il manque les moyens. Les enseignants de secondaire, tous les corps constitués de nos États manquent de moyens. Et si les journalistes, les médecins et autres commençaient eux aussi à faire les coups d'État sous prétexte qu'il manque de moyens, sous prétexte qu'il manquerait... Sauf que tous ces corps que vous avez cités n'ont pas d'armes. Mais justement, les armes que ces militaires utilisent sont payées par l'argent de tous ces corps-là, par les impôts de tous ces corps-là. Voyez-vous, donc, je considère les militaires comme des privilégiés. Et parce qu'ils sont privilégiés,
ils doivent être beaucoup plus sérieux qu'ils ne l'est, en tout cas dans ces pays où il y a ces coups d'État-là. Dans le cadre du Niger, il y a un élément central, le président sortant, déchu, selon évidemment les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, Mohamed Bazoum, qui jusque-là a refusé de signer sa reddition. Quel commentaire faites-vous? Qu'est-ce qui vous inspire la posture de Mohamed Bazoum? Mohamed Bazoum a raison de refuser de signer sa reddition puisqu'il est le président élu. Il a la légitimité que lui a conféré le suffrage universel. C'est le peuple qui l'a mandaté. Donc, en réalité, ces militaires qui ont pris le pouvoir constituent un danger pour le peuple nigérien. C'est d'ailleurs pour ça que la CEDEAO devrait agir beaucoup plus vigoureusement pour faire cesser ce statu quo. Parce que ces militaires, ils espèrent que le fait accompli va s'imposer. Le temps joue en leur faveur. Ils sont en train de mettre en place des institutions. Voyez-vous, ils ont nommé un Premier ministre, fut-il civil, mais ça reste quand même un Premier ministre illégitime, puisque ces militaires n'ont pas reçu mandat de diriger le Niger. Et puis, j'entends les griefs qu'on fait à la CEDEAO, qui n'a pas... on dit que la CEDEAO n'aurait pas eu les mêmes positions lorsqu'il y a eu d'autres coups d'État. Mais justement parce que la CEDEAO a tiré les leçons de sa mansuétude, entre guillemets, pour les autres putschs, qu'aujourd'hui, elle a adopté cette position de fermeté que nous devons soutenir. En tout cas, moi, je soutiens la CEDEAO. Si jamais elle décidait d'engager une action militaire au Niger, je fais partie de ceux-là qui encouragent cela. Qui encouragent cela? Les chefs d'État-major des armées de la CEDEAO se sont réunis à Accra dernièrement. Ils ont annoncé que l'opération militaire pourrait démarrer très bientôt. On n'a ni l'heure ni la date. Certains observateurs ou proches du dossier annoncent que la date a déjà été arrêtée. Beaucoup d'Africains estiment que cette intervention militaire de la CEDEAO n'interviendra jamais. Vous, selon votre grille de lecture, si vous faites une analyse prospective, est-ce que vous pensez que la CEDEAO va réellement procéder à cette opération militaire en vue de réinstaller les institutions issues de la dernière élection présidentielle de 2021 au Niger? Si l'on en croit la position officielle de la CEDEAO, toutes les options sont encore sur la table. Bien évidemment. Vous disiez tout à l'heure que le temps joue en la défaveur de la CEDEAO. Bien évidemment qu'il faille privilégier l'option diplomatique, mais on voit bien que ces militaires félons de Niamey refusent tout dialogue, ils sont arc-boutés sur leur position. Alors, il reste l'option militaire. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Donc, je pense... Il faut aller vite, mais ce n'est pas une marche de santé, hein, vous savez. Ce n'est pas une marche de santé. C'est une guerre. On sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça peut c'est aussi finir. Ça la crainte de beaucoup d'organisations internationales qui disent l'option militaire peut-être, mais finalement, on ne sait pas comment ça peut finir. Et beaucoup agitent... le cas libyen, en disant Muammar Kadhafi a été déchu, il a même été tué. Finalement, après cette opération, la Libye ne s'est plus retrouvée. Comparaison n'est pas raison. La Libye n'est pas le Niger, même si ce sont des pays frontaliers. Et puis, en Libye, il y a eu une rébellion, il y a eu des révoltes qui ont provoqué la chute du régime du guide libyen, qui a été liquidé entre-temps, on dit, par des éléments, en tout cas des agents de renseignement d'une puissance étrangère. Mais ce n'est pas le cas du Niger. Le cas du Niger, c'est que c'est un pays qui cochait
toutes les bonnes cases. Le président Bazoum est arrivé au pouvoir à la suite de son prédécesseur Mahamadou Issoufou, dont on va parler, qui a laissé un bilan que l'histoire reconnaîtra. Et puis, il a continué sur cette lignée. Le Niger a bien résisté au choc économique. La situation sécuritaire s'était nettement améliorée puisqu'il n'y a pas de djihadistes sur le sol nigérien, malgré le fait que le Niger partage ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso, mais il n'y avait pas de djihadistes au Niger. Ils venaient mener des opérations, quelques attaques, mais ils se retiraient dans la zone des trois frontières. Donc, le Niger cochait toutes les bonnes cases. Rien, absolument rien, ne justifiait le coup d'État de Tchani. Alors, ces militaires estiment qu'au-delà de toute la façade, de tout ce qui est superficiel, dans le fond, il y a des enjeux géostratégiques, et c'est ce qui va nous amener à la prochaine question que je vais vous poser. On estime que dans le fond, le problème, c'est la présence française en Afrique de l'Ouest. Ils disent lutter contre l'hégémonie occidentale incarnée par la France, justement, qui pillerait les ressources du Niger, qui empêcherait le Niger de se développer, qui confisquerait notamment les richesses minières et toutes les richesses du pays, notamment l'uranium du Niger. Quand vous entendez ces observations, ces récriminations, réactions, analyses? Elle prête à sourire. Pourquoi? Si on nous présente comme alternative le mirage turco-russo-chine qu'un esprit brillant de notre époque, Achille Mbembe, considère comme de l'affairisme, matinée du militarisme, eh bien, nous autres Africains, on n'est pas sortis de l'auberge. Si on nous présente ces trois pays dont les systèmes sont loin d'être démocratiques, qui ne s'encombrent pas de scrupules lorsqu'ils sont en Afrique, vous me direz que les puissances occidentales aussi, mais ces trois pays exigent des Africains de gager leur sous-sol, leur sol, de tout vendre. Si on nous présente ça comme des partenaires, des nouveaux partenaires du continent, c'est que l'élite africaine a vraiment déserté le champ de la réflexion et a laissé la place à des néo-panafricains, des anti-impérialistes autoproclamés au discours virulent et clivant, qui en réalité sont des alliés des néo-impérialistes. Puisque la Russie, en attaquant l'Ukraine, fait de l'expansion territoriale, donc le néo-impérialiste ici, c'est la Russie. Donc, il y a des griefs que nous autres Africains avons vis-à-vis de Paris, qui a du mal à changer son logiciel dans ses rapports avec nous. Il y a l'héritage colonial que la France, jusqu'ici, a été incapable de vider. Et il y a le fait aussi de cette condescendance de la France vis-à-vis de nos dirigeants, qui ne passent plus. Mais ces sujets, nous pouvons les mettre sur la table et en parler, discuter, pour faire changer les choses. Ce n'est pas en sortant de la tutelle française ou en nous dégageant de cette tutelle pour entrer dans la tutelle ou sous d'autres tutelles, en tout cas russo, turco, chinoises, ça pose véritablement des questions. Vous voyez, parmi ceux-là qui pensent que la présence française au Sahel et autres poserait un problème et qui passent le clair de leur temps à critiquer nos chefs d'État. Parmi eux, il y a quelqu'un que la Côte d'Ivoire connaît bien, Franklin Nyamsi pour ne pas le citer, qui reprochait à ceux qui critiquent la France. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que c'est vraiment pas la girouette qui tourne, mais le vent. Il disait que ceux qui critiquent la France, notamment, ont une névrose obsessionnelle. Et il faille qu'ils aillent se soigner. En tout cas, ils doivent consulter un médecin. Eh bien, il fait la même chose. C'est une sorte de névrose obsessionnelle de
ceux-là qui sont stipendiés par une puissance qui a ses intérêts, qui a ses ambitions de puissance, et qui veut prendre pied en Afrique, un continent que cette puissance-là, justement, ne connaît pas. Pour vous, ce n'est ni plus ni moins que le remplacement d'une puissance impérialiste par une autre? C'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui nous pend au nez. Et nous autres Africains n'avons pas besoin de tutelle. Et vous, vous êtes particulièrement dur, c'est le cas de le dire, avec la Russie. Vous avez sorti, je l'ai rappelé en introduction, un livre où vous dites « L'Afrique n'a pas besoin de la Russie, du poutinisme, parce que c'est un poison ». Pourquoi? Vous parlez de ce livre, vous me permettez de vous raconter comment est-ce que je l'ai écrit. Dites-nous. Voyez-vous, en juillet 2018, 3 journalistes russes sont assassinés en Centrafrique. Tout de suite, on a pointé Wagner comme responsable de ce triple assassinat. Il n'y a eu aucune réaction du côté de la Russie. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Il se trouve que ces 3 journalistes, avant leur assassinat, je les ai reçus dans mon bureau, mon modeste bureau de Bangui FM, et qu'on a discuté justement puisque c'était à ce moment-là que Wagner tentait de prendre pied en Centrafrique. 3 jours plus tard, ils sont assassinés et il n'y a pas de réaction en Russie. Et lorsque vous comparez avec l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali à l'époque, vous voyez, il y a eu une réaction en France. D'ailleurs, ça continue. On réclame que toute la lumière soit faite sur ces assassinats. Alors, je me suis dit, si c'est la chasse aux journalistes, si c'est la répression des opposants, si c'est l'obstruction du jeu démocratique que la Russie veut nous importer, veut amener sur notre continent, eh bien, on n'a pas besoin de ce modèle-là sur le continent, parce que c'est un modèle mortifère. Les gens sont morts pour la construction de la démocratie sur notre continent. Vous faites ce constat alors que sur le terrain, la Russie semble gagner du terrain. Elle est présente d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso. Aujourd'hui, des tractations seraient en train d'être menées pour qu'elle intervienne au Niger, si les choses ne changent pas en tout cas. Elle est intervenue en Centrafrique. Finalement, elle gagne du terrain, la Russie. La Russie gagne du terrain parce que vous prévenez les Africains? Tout à fait. C'est à partir de l'expérience centrafricaine. C'est quoi l'expérience centrafricaine, justement? Nous avons vu les Russes débarquer avec leurs grands sabots et tout de suite se sont mis à faire de la propagande. Ils ont mis les moyens. Ils ont acheté des journaux. Ils se sont employés à monter leur propre radio pour diffuser des messages, on va dire, haineux. Et puis, les mercenaires de Wagner ont commencé à commettre des exactions sur la population. Voyez-vous? En Centrafrique? En Centrafrique. Il y a eu des massacres dans les régions. Il y a eu, et ça a été choquant, l'assassinat d'une adolescente, Djamila, c'est son nom, qui a été enceintée par ces mercenaires et pour justement effacer les traces du viol et du viol qui a conduit à la grossesse, ils l'ont assassinée, ils l'ont éventrée pour retirer l'enfant qu'elle portait. Voyez-vous, c'est tout simplement parce qu'on recrute des dangereux criminels dans les prisons en Russie, on les amène sur notre continent. Et ce n'est pas la vocation en tout cas, ce n'est pas digne pour nos États de laisser les garçons d'autres pays venir se battre pour nous. Sur ce continent, nous avons des garçons bien valides, capables de s'engager dans les armées pour défendre le territoire africain. Et puis, les mercenaires n'ont jamais laissé un souvenir périssable sur le continent.
Souvenez-vous de Bob Denard aux Comores et autres. Donc, c'est aux Africains de défendre le territoire africain. Ce que vous dites, c'est que les armées africaines de ces États avec la présence russe ont sous-traité la sécurité nationale avec le groupe Wagner. C'est bien cela, au prix de beaucoup de sacrifices, parce qu'on a rogné le budget de la santé, de l'éducation, du social. C'est le cas de la Centrafrique? C'est le cas de la Centrafrique. C'est le cas de la Centrafrique. Vous voyez, le budget de la République centrafricaine est un budget modeste. Ça fait 267 milliards de francs CFA. Or, Bangui paye à Wagner quelques 600 000 dollars par mois. Ce qui fait que... Autour de 250 millions de francs CFA. Autour de 250 millions de francs CFA. Donc, par an, Wagner parvient à gruger l'État centrafricain de 10 à 12% de son budget, ce qui est énorme. Voyez-vous? Et pour quel résultat? Il n'y a aucun résultat. Ces services sont doublement payés, puisque Poutine, après la rébellion de Prigojine, a laissé entendre que la Russie payait toutes les opérations de Wagner, mais Wagner se faisait payer ou se fait toujours payer en République centrafricaine par l'exploitation de nos ressources, de l'or, du diamant, du bois. C'est une industrie de pillage qui s'est mise en place. Et dans les pays où ces paramilitaires sont déployés, ils mettent en place une industrie de pillage. C'est systématique. Au Mali, par exemple, avec la collaboration russe, on apprend que l'armée est montée en puissance, qu'il y a commencé à avoir une reconquête de certaines villes du pays. Vous pensez que l'expérience centrafricaine peut se reproduire au Mali, au Burkina Faso? Moi, je suis d'un avis contraire, puisque depuis que Wagner est au Mali, malgré la propagande, malgré ce qu'on essaie de nous présenter comme une montée en puissance de l'armée malienne, les djihadistes gagnent du terrain. Des exemples? La ville de Ménaka, récemment, a été conquise par ces djihadistes-là. Tombouctou est sous blocus. Il y a eu une expansion territoriale depuis que Wagner est installé au Mali. Et donc, on ne peut pas nous dire que la situation sécuritaire se serait améliorée dans ce pays-là. Mais au moins d'un point de vue renforcement de l'armement militaire dans ces pays-là, la Russie envoie des signes forts. La Russie est en équipant justement ces pays-là, c'est déjà ça. C'est le premier fournisseur en armes de l'Afrique. Bien avant le phénomène Wagner, nos États se fournissent en armes auprès de la Russie, qui, vous savez, a eu une industrie d'armement depuis le temps de l'Union soviétique et autres. Donc, ces armes-là ne sont pas données gratuitement. Nous les achetons. On peut toujours acheter ces armes pour les donner à nos armées. Et l'argent que nous utilisons pour payer Wagner, on peut utiliser ces sous pour justement la formation, les moyens, et doter les armées de moyens et faire avancer les choses. Aujourd'hui, on a parlé de la Centrafrique, évidemment. Comment se porte le pays, vous qui êtes un ancien ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale? Est-ce que justement, sur le volet de la réconciliation nationale, les Centrafricains regardent presque tous dans la même direction? Ils ne se regardent plus en chaîne faïence. Quel est l'état du pays aujourd'hui? La Centrafrique est au bord de l'implosion. Au bord de l'implosion parce que le processus politique est obstrué. Le président Faustin Archange Touadéra a décidé d'aller à l'encontre d'une décision de la Cour constitutionnelle, à l'encontre de son serment. Donc, il est coupable de parjure, puisqu'il a fait voter une constitution par référendum il y a de cela un mois, en tout cas le 30 juillet, ça va faire un mois, une constitution qui porte les germes de la dislocation de la République centrafricaine, puisque ça nous rappelle
des dispositions qui ont divisé des Ivoiriens, puisqu'on nous dit que désormais, pour être président de la République dans mon pays, il faut être d'origine centrafricaine, en ne nous expliquant pas c'est qui le centrafricain d'origine, finalement. Parce que ce sont les binationaux, puisque une bonne partie des adversaires du président Touadéra sont des binationaux, c'est pour les écarter. Vous voyez, l'exclusion a toujours amené la division. Au terme de ce référendum, le oui l'a emporté. Donc on peut dire qu'il a suivi une voie constitutionnelle et le oui l'a emporté. Mais on connaissait les résultats du référendum avant même le vote. On savait que l'organe chargé d'organiser ce référendum, donc l'autorité nationale des élections, est composé à 80% des partisans du pouvoir, donc de ceux qui ouvertement soutiennent le régime en place. Et puis, l'opposition avait boycotté ce référendum, avait appelé ses partisans à rester chez eux, et finalement, c'est l'abstention, le véritable vainqueur, en tout cas, de ce référendum. Mais ce qu'il faut craindre, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle constitution, au-delà d'organiser une catégorisation des Centrafricains, a fait lever la limitation du nombre de mandats. Désormais, le président Touadéra peut rester au pouvoir ad vitam aeternam, puisque le mandat est passé de 5 à 7 ans. On est passé d'un quinquennat à un septennat, effectivement. Sans limitation. Et ses adversaires, qui sont pour la plupart des binationaux, ne se présenteront pas. C'est la situation aujourd'hui. Donc... pour vous, la démocratie est en danger en Centrafrique? La démocratie est en train d'être tuée à petit feu chez nous. Le président Touadéra s'est mis en dehors du cadre républicain, en dehors du cadre légal. En fait, il a opéré un véritable coup d'État constitutionnel, puisque je vous disais qu'il est coupable de parjure. Il a prêté serment à 2 reprises devant Dieu, devant la nation, de ne pas changer cette constitution, de ne pas toucher aux dispositions limitant le nombre et la durée du mandat. C'est ce qu'il a fait. Il a fait tout le contraire. Malgré une décision de la Cour constitutionnelle disant que en tout cas dans les circonstances, dans les conditions du droit en République centrafricaine, il était impossible, hors de question, de modifier, encore moins de changer la Constitution, même si, j'entends bien, la Constitution n'est pas la Bible et qu'on peut la changer et la modifier. Mais il faut respecter les dispositions, puisque ceux qui ont élaboré cette Constitution en 2016, je m'amuse souvent à le dire, l'ont fermée à double tour et ont jeté la clé dans le fleuve, de sorte qu'il était difficile de la modifier. D'accord, très bien. Revenons au cas du Niger. Les militaires au pouvoir à Niamey ont souhaité, ou du moins sont décidés, de faire partir l'ambassadeur de France dans le pays. Le président français Emmanuel Macron a répondu que l'ambassadeur faisait du bon travail, qu'il resterait à Niamey en poste. Que vous inspire ce début de bras de fer? Les ambassadeurs sont accrédités auprès des chefs d'État. Et dans le cas du Niger, l'ambassadeur de France était accrédité auprès du président Bazoum, qui est le président, encore une fois, démocratiquement élu, légitime. Donc, s'il y a une autorité légitime qui devait retirer l'agrément à l'ambassadeur de France, l'accréditation à l'ambassadeur de France, c'est le président Bazoum. Il se trouve qu'aujourd'hui, le président Bazoum est l'otage de ces militaires-là. Donc, la France a eu raison de rappeler la nature de ce quasi-régime, en tout cas de ce régime qui essaie de se mettre en place, qui est un régime de putschistes. Il y a eu la même situation similaire au Mali, où les autorités de transition au Mali ont décidé de faire partir un ambassadeur de la France. La France a exécuté finalement. Elle aurait dû avoir la même position. Et c'est ce que
c'est de ça que c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la mansuétude de la communauté internationale à l'égard de ces putschistes-là. On a laissé faire et ça a essaimé, hein, vous voyez, ça a donné des idées aux autres, puisque les putschistes nigériens sont en train de reproduire exactement, en tout cas de reproduire à l'identique, le comportement, les agissements de leurs homologues du Mali, qui d'ailleurs leur apportent un soutien indéfectible. Donc, il ne faut pas laisser s'installer dans cette sous-région cette internationale putschiste. Parlant de soutien indéfectible, justement, les autorités du Mali et du Burkina Faso, et même de la Guinée, dans une certaine mesure, ont décidé d'apporter leur soutien aux militaires au pouvoir au Niger, si il advenait que la CEDEAO envoyait des forces pour réinstaller les autorités issues de la présidentielle de 2021. Que vous inspire ce soutien entre frères d'armes, finalement? S'ils étaient aussi forts comme ils le prétendent, ils allaient déjà restaurer la sécurité dans leur propre pays, sur leur propre territoire. Voilà des gens qui sont incapables d'assurer la sécurité de leur propre peuple et qui prétendent vouloir faire la guerre à la CEDEAO. Donc la question que l'on doit légitimement se poser, c'est de savoir est-ce qu'ils seront efficaces face à des armées réputées professionnelles. Voyez-vous? Donc pour moi, c'est de la posture médiatique, c'est pour le folklore, c'est pour faire garçon, comme on dit ici. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, si ce n'est compliqué. D'accord. Est-ce que vous craignez pour la sécurité, l'intégrité, la préservation de l'intégrité physique du président Mohamed Bazoum en cas d'une intervention militaire? Ça également, c'est une inconnue. C'est véritablement une inconnue et je pense que c'est ce qui retarde aujourd'hui une intervention militaire. Je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité et défense, mais je pense qu'une intervention militaire pourrait exposer, en tout cas mettre en danger l'intégrité physique du président Bazoum. Mais les spécialistes de cette question savent, s'ils pensent qu'ils peuvent intervenir, eh bien, ils interviendront. Ils interviendront et ils vont sécuriser le président Bazoum. Il y a une autre attitude et posture qui a été largement commentée dans cette crise au Niger, c'est la position de l'ex-président Mahamadou Issoufou, qui a été présenté comme un grand démocrate qui, au terme de ses 2 mandatures à la tête du Niger, s'est retiré, a passé la main à Mohamed Bazoum. Depuis que la crise avait commencé, en tout cas, il ne s'est pas vite prononcé sur sa position dans ce conflit naissant dans son pays. Beaucoup ont vite fait de le clouer au pilori en indiquant qu'il serait de mèche avec les militaires au pouvoir. Vous, qui avez écrit un livre justement sur ce président-là, quelle lecture faites-vous de sa posture dans cette crise au Niger? Il faut rappeler les choses dès le pendant les premières heures de cette tentative de coup d'État, souvenez-vous, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, Emmanuel Macron, le secrétaire d'État américain ont téléphoné au président Issoufou et lui ont demandé de servir de médiateur. Je n'ai pas encore vu un médiateur prendre position pour l'une ou l'autre partie ou condamner l'un ou l'autre protagoniste. Qu'à cela ne tienne, le président Issoufou, vous rappeliez son tweet, a dit que sa position est la même que celle de la CEDEAO. C'est quoi la position de la CEDEAO? C'est de condamner vigoureusement cette tentative de prise de pouvoir par la force. Et demander le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions. Eh bien, lorsqu'on sait lire entre les lignes, on doit comprendre qu'aujourd'hui, le président Issoufou est à Niamey, avec tout ce que cela comporte comme risque, puisqu'il est entre les mains de ces putschistes qui peuvent décider à tout moment
de l'arrêter, de le jeter en prison. Même si j'entends bien qu'on nous raconte, on essaye de nous expliquer qu'il serait très proche du général Tiani. Mais le général Tiani, c'est un homme responsable qui a décidé de faire son coup d'État sans se référer au président Bazoum. Une fois qu'on a dit cela... Certains disent même que le président Mohamed Bazoum était sur le point de retirer sa confiance au général Tiani, et le président Mahamadou Issoufou se serait opposé à cette décision et aurait demandé au président Mohamed Bazoum de maintenir le général Tiani dans ses fonctions de dirigeant de la garde présidentielle. Vous qui avez fait un livre sur le président Bazoum, est-ce que vous pensez que cette thèse peut être crédible? Ces thèses ne sont nullement crédibles puisque le président Issoufou lui-même a dit qu'il n'est jamais intervenu en faveur de qui que ce soit depuis que Mohamed Bazoum est au pouvoir. Vous voyez bien que ceux qui répandent ces rumeurs tentent de diviser. C'est le traditionnel diviser pour mieux régner. Parce qu'ils veulent fragiliser l'harmonie, l'entente qu'il y a entre Mohamed Bazoum et Mahamadou Issoufou. N'oubliez pas que c'est Mahamadou Issoufou qui choisit son camarade Mohamed Bazoum comme dauphin, comme successeur, qui l'adoube. Et il a organisé des élections qu'on a jugées libres, transparentes. Il y a eu une alternance exemplaire au Niger. Bazoum, pour ceux qui ne le savent pas, prenait le déjeuner tous les dimanches avec son prédécesseur, puisqu'ils sont tous issus du même parti et ce sont des amis de 30 ans. Donc, il y a une différence entre leur leadership, mais il n'y a pas de divergence fondamentale entre ces deux hommes. On a voulu nous dire que le fils du président Issoufou, qui était ministre du pétrole, serait opposé au président Bazoum sur la question du pétrole, notamment de la création de la nouvelle société Pétro-Niger qui devait gérer l'amont pétrolier du Niger. Mais Bazoum considère Sani Issoufou comme son propre fils, et puis vous savez que vous connaissez la célèbre phrase de l'homme politique français, un ministre, ça ferme sa bouche ou ça démissionne. Donc s'il y avait une quelconque divergence entre le président Issoufou et le fils, entre le président Bazoum et le fils Issoufou, il aurait remercié et conduit de son gouvernement. Il se trouve que le président Bazoum et son ministre étaient en parfait accord sur la question de la gestion du pétrole, et notamment de la création de cette nouvelle société. Et il y a trop d'amalgame. On cherche à fragiliser le PNDS, qui est le parti au pouvoir, on cherche à diviser et on accuse un homme qui a évité à son pays des lendemains incertains. En tout cas, c'est ce qu'on croyait lorsqu'il a organisé cette alternance exemplaire, qui s'est retiré volontairement du pouvoir en faisant ces deux mandats. Nous sommes bientôt au terme de cet entretien. Adrien Poussou, on a beaucoup parlé de notre sous-région ouest africaine, de votre pays, la Centrafrique. On n'a pas parlé de vos projets. Vous êtes écrivain d'au moins 6 livres. C'est cela. C'est cela. Ouais. Vous êtes homme de médias, un peu politique, parce que vous avez occupé une fonction ministérielle, évidemment. C'est quoi vos projets? Observer, analyser la situation sur le continent et puis expliquer à nos compatriotes, surtout à la jeunesse africaine, que le salut de notre continent ne viendra pas d'ailleurs. C'est à nous de nous lever et de travailler, même si vous allez me dire que c'est la palissade, mais il faut rappeler cela à notre jeunesse. Et puis, je trouve que nos chefs d'État qui travaillent bien ne sont pas assez défendus. Ils sont vilipendés, vitupérés,
à longueur de journée Vous sur les pensez à réseaux qui? sociaux. Je pense notamment au président Ouattara, qui fait l'objet de critiques souvent virulentes sur les réseaux sociaux, mais je ne vois pas une organisation, une équipe, en tout cas ces services de communication, monter au créneau pour suffisamment le défendre. Si ils ont tort de penser que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne les concerne pas. Il faut défendre ces chefs d'État-là qui ont un bilan à faire valoir et qui sentent, on va utiliser un gros mot, la fierté du continent. Adrien Pousso, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions, mais sans réserve? En tout cas, j'ai essayé d'être sans réserve. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci de m'avoir invité. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances, sur le plateau du débat par exemple, ou d'autres émissions d'interview. Merci d'être passé. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, d'avoir suivi ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain avec un autre invité, une autre histoire. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.